a des formations. Si vous regardez en face, vous allez avoir, ce sont des terrains calcaires, dolomitiques. Donc si vous regardez les formations devant vous, vous allez voir que c'est pas la même chose. Ils ne sont pas bien disposés horizontalement. Ça c'est marin, c'est sédimenté dans la mer avec des fossiles qu'on peut déterminer l'âge. Si vous posez des questions, pourquoi c'est l'IAS, pourquoi c'est jurassique, tout ça, parce qu'on trouve des indicateurs qui nous disent chronologiques, donc biostratigraphiques qui nous donnent cet âge. Alors si vous regardez maintenant vers la grotte, à gauche, à votre droite, c'est vacuolaire, c'est chaotique, ce sont des travertins. C'est ce qu'on appelle des travertins et c'est une formation calcaire continentale. Donc c'est formé continentale et se forme, c'est une roche calcaire sédimentaire biogénique. C'est grâce à l'accumulation de ces végétaux. Vous voyez que c'est plein de végétaux partout. Donc c'est formé grâce à l'accumulation de ces calcaires qui se forment autour des végétaux et se forment des concrétions. Et après, donc s'il y a des spécialistes après, quand on va à la grotte, ils vous donnent plus de formation sur... Regardez ça, c'est aussi un patrimoine. Donc c'est travertin et ce sont d'âge quaternaire. Alors il y a des stalagmites, il y a de la calcite, on a pu dater. Donc ici, ça c'est le secondaire et on a ici le quaternaire. Alors on cherche où est-ce qu'il est le tertiaire. Alors ça c'est une autre chose, les structuralistes ils peuvent nous l'expliquer. Alors ça c'est cette grotte, on va maintenant y accéder. Je donne la parole à Rachid s'il veut rajouter quelque chose. Alors nous sommes dans les Brisacènes, ça c'est déjà dit, hein, et les Brisacènes ils font partie d'une chaîne qui est allongée est-ouest grosso modo, bon c'est nord 70, et qui fait partie d'un cortège d'unités morphostructurales de la même direction nord 70, à savoir nous avons vers le nord c'est les Kbdana qui fait partie du Rif, et il y a une plaine de Trifa, et puis après on rentre dans ce Brisacène, et derrière on a laissé un grand couloir qui fait de Taza Oujda qu'on appelle le couloir de Oujda Taourir ou bien de Oujda Taza, et encore vers le sud c'est les pays des Horses ou bien les monts d'Oujda, hein, qui est une chaîne de direction, la même direction sur une centaine de kilomètres avec une largeur de 20, puis après on rentre dans les hauts plateaux assez tabulaires. Ici dans les Brisacènes, donc on s'approche un petit peu de la Méditerranée, climat il y a un changement brutal et un changement très contrasté. Il y a une différence entre le couloir et les pays des Horses ou bien les hauts plateaux. Et bien sûr, on commence à sentir la fraîcheur et l'humidité de la Méditerranée. Dans cette région-là, hein, dans cette région et dans cette chaîne, elle est formée apparemment, comme on voit, par des monticules, et ces monticules sont armés par des calcaires, surtout des carbonates, mais ces carbonates, ils reposent sur un substratum d'âge primaire. On aura peut-être l'occasion de voir quelques affleurements du primaire, et le primaire, il est surmonté par une formation dite du début du secondaire, à savoir c'est le Trias et le Lias. Et là, ici, on se trouve dans un coin ou bien d'une zone structurale assez particulière par l'existence d'une faille importante de direction nord-ouest-sud-est et qui sépare deux blocs. Il y a un bloc ici vers l'ouest qui fait partie des Brisacènes occidentaux et cette partie-là qui fait partie des Brisacènes orientaux. La différence c'est que cette faille, elle va affaisser un bloc et elle va surélever un autre. Elle affaisse le côté occidental, ouais, et on peut voir sur la route, et en montant vers Brisacènes, c'est-à-dire en montant la pente, là, il y avait une alternance de calcaire gréseux et des marnes vertes, etc. Ça, c'est, oui. Non, oui, la faille, normal, d'accord. Donc, c'est la partie qui est affaissée. C'est la partie affaissée occidentale, c'est la partie affaissée et qui fait montrer du Jurassique moyen. Hein, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a certains qui ne sont pas spécialisés. Par contre, dans cette partie-là, on va trouver le Jurassique inférieur, c'est-à-dire la partie, c'est la région qui est surmontée. Et dans cette partie orientale, c'est là où affleurent beaucoup mieux les terrains d'âge primaire qui occupent le cœur des Brisacènes orientaux. Hein? Alors, au niveau de cette faille qui longe cette route et longe ces deux compartiments-là, il y a pas mal de circulation hydrogéologique. Il y a de
il y a la source, en haut, il y a des piscines, il y a et en plus de ça, il y avait une circulation d'eau très importante qui a permis le développement de ces travertins. Ces travertins, comme on les voit, comme il a décrit monsieur. Voilà. Dans ces travertins, donc, se trouve cette grotte qu'on appelle la grotte des pigeons, ou bien Ifri. Hein? Donc, grosso modo, voilà, lorsqu'on va rentrer, on va vers la grotte des chameaux, on sera uniquement dans le Pleistocène oriental. Alors on aura l'occasion de présenter la zone du point de vue géologique. D'accord? Merci de votre attention. Parce que ça c'est du quaternaire. Quaternaire, on a une limite. Maintenant c'est 2,6 millions d'années jusqu'à l'actuel. Et en face, on a des terrains secondaires. Donc c'est le Mésozoïque. Et on a le quaternaire. Pour les géologues, ils vont dire où il est le tertiaire. Même pas les géologues, tout le monde. Donc, ils vont dire, alors les structuralistes, je sais pas, il y a des failles, au manque de sédimentation, plein de choses. Donc, on peut expliquer, mais moi, je vais pas l'expliquer, c'est pas le moment, mais on pourrait demander. Et nous, ce qui nous intéresse le plus dans une grotte, c'est quoi? Bien sûr, la structure, l'accueil, ça les spéléologues aussi, ça les intéresse. C'est le remplissage, c'est les archives. Pour nous, c'est ça l'archivage. Et ça, c'est l'histoire de l'homme, et l'histoire de l'humanité. Et les dents, ça, c'est comme un livre. Et nous allons voir que chaque couche représente, comme vous tournez une page d'un livre. Vous allez voir qu'il y a une petite pellicule grisâtre là, c'est les cendres. Non, il faut que les cendres. Avec une petite pellicule là qu'on voit, c'est les militaires français dans les années 40. Alors l'homme, il choisit les grottes, d'abord à côté d'une source d'eau, tout à fait normale, et il a une vue stratégique parce qu'il vit de la chasse et de la cueillette, donc il vit. Et en plus, c'est un endroit où c'est accueillant aussi, parce que quand on fouille, nous, à l'intérieur, et même s'il fait froid dehors, c'est comme on a un climat naturel, un climatiseur naturel, si on veut dire, et c'est un lieu accueillant. Et on va voir on avait parlé des fois qu'il y a une grotte qui sont à occupation permanente ou bien à occupation temporaire. Alors comment nous pouvons le savoir? Eh bien à partir de l'archivage, le livre ou la bibliothèque, c'est lui, on va le faire parler. Donc il y a des qui disent que quand les écrits sont absents, c'est les pierres qui parlent. Donc on va essayer de voir.
Donc cette pellicule, c'est occupée par les militaires, on a dit, à une époque, et qui peut-être, dans la succession, on a dit qu'il y a plusieurs civilisations. Et la civilisation, ce qu'on appelle le néolithique, l'Asr al-Hajar al-Hadith, l'homme s'intéresse à l'agriculture, à l'élevage et à la sédentarisation. Il commence à construire des villages, tout ça, mais cette période-là est absente ici. Quand on lit le registre, il nous manque cette période. Est-ce que l'homme n'a pas habité cette période pendant cette néolithique, ou bien quand il y avait les militaires, ils ont détruit ces couches. Donc c'est pour ça que les sites ne sont pas ouverts à tout le monde. C'est les sites surtout ça. Si on laisse entrer, parce qu'il y a des gens qui demandent pourquoi on ne laisse pas rentrer, ben, si on laisse rentrer les gens, après on ne trouve plus de stratigraphie, plus le site il sera détruit. Donc c'est réservé, c'est dans tout le monde. On réserve l'entrée aux spécialistes, aux chercheurs qui vont étudier ces couches-là. Alors là, c'est une grotte qui a été découverte en 1908 par un médecin. Vous voyez que l'archéologie, ce n'est pas réservé uniquement à un archéologue. Donc c'est un médecin militaire à l'époque. Il a signalé l'existence d'une grotte. Comment on peut savoir quand vous faites des randonnées ou vous êtes à côté d'une grotte, même s'il n'a pas été encore fouillé, comment vous pouvez savoir qu'il y a à côté de vous une grotte? Eh bien, on trouve des vestiges, on trouve des traces, par exemple. Quand on monte, même quand on a monté jusqu'à la grotte, on peut trouver des silex, des éclats. Donc c'est des restes parce que ça aussi, il y a un exposé qui vous a montré que la grotte, ça c'est le porche. Donc, et là, ici, là où vous êtes, c'est un sol d'habitat. Alors c'est quoi un sol d'habitat? C'est un sol dans lequel on va trouver des restes de traces d'activité. Donc ils ont fait un sondage. Et donc l'érosion, il a reculé le porche. Voilà. Donc ça fait, on va voir tout à l'heure, à partir du remplissage jusqu'au, ça fait 15 mètres. Et ça fait une trentaine de mètres et une trentaine aussi de mètres de profondeur. Et il y a plusieurs galeries. Et il y a donc il y a encore des galeries qui sont obturées ou colmatées par des ruissellements ou pardon. Mais c'est une grande grotte. Cette grotte, elle est pédagogique, elle est classée patrimoine national dans les années 50. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Donc vous voyez l'importance. Donc c'est une grotte. Après on va voir celle du chameau. C'est une grotte elle est connue à l'échelle mondiale. De ces résultats. Donc il est fouillé dans les années 50-40 par l'abbé Roche. C'est un abbé il travaillait d'abord à Rabat. C'est le docteur Pinchon qui a signalé. Mais pour prouver que c'est vraiment un site archéologique, il faut faire un petit sondage. Alors ce que vous voyez ici, encore il y a le plastique bleu. C'est là qu'ils ont fait le premier sondage, qui montre bien qu'il s'agit d'un site archéologique. Et le monsieur qui a fouillé cette grotte, qui a fait ce sondage, il s'est avéré que c'était un site de grande importance. Alors il a fait appel à monsieur l'abbé Roche qui travaillait dans la région Rabat-Temara. Donc Rabat-Temara, la grotte du contrebandier, la grotte du Temara, si vous connaissez un petit peu la région, c'est l'abbé Roche, c'est les premiers pionniers qui ont fait les fouilles. Alors il est venu de Rabat, vu l'importance de la découverte, il s'est déplacé et c'est lui qui a fouillé et on va voir qu'il a presque vidé la grotte. Depuis la pellicule, si vous faites une transition, vous allez voir que tout ça c'est vidé. Donc tout c'est plein. Là on va rentrer. Donc le remplissage est dépassé. Complètement vidé. Hein, donc et il a trouvé pourquoi cette grotte est classée patrimoine national déjà parce qu'il y a plusieurs civilisations et on a dit que c'est une grotte à peu près donc permanente. D'après, on va voir pourquoi. Il y a énormément, il y a 180 individus déjà. Il y a des restes humains. Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé autant de concentration de restes fossiles humains. Pour les archéologues, quand ils trouvent des restes d'animaux, c'est bien, mais quand ils trouvent des restes humains, c'est le top. C'est l'identité. Alors eux, ils n'ont pas trouvé un reste humain, mais ils ont trouvé 180 individus et les recherches continuent avec une équipe de l'Institut national des sciences d'archéologie, avec l'université d'Oxford, aussi avec l'université Oujda. Ça continue pas les fouilles, mais les recherches et tout ça, ils ont encore trouvé une dizaine d'autres. Donc ça augmente encore jusqu'à à peu près 200 individus. Et on a des 100 000 restes outils, les outils. Donc ces industries qu'on appelle ça industries lithiques,
ces outils primitifs qu'ils ont été utilisés parce qu'il n'y avait pas le couteau, il n'y avait pas la fourchette, il n'y a rien. Donc ils doivent se débrouiller. Ils ont fabriqué les outils pour la chasse, pour le dépeçage. Donc ils ont tout fabriqué et on le trouve et on a un ordre chronologique de ces outils. D'abord, on peut distinguer les civilisations par cet aspect de matières premières qui ont été taillées. Et comme vous savez, on peut faire aussi avec les datations. Donc, c'est pour qui nous confirme. Par exemple, les couches sombres, là, cendres que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une civilisation ibéro-mauricienne. Oui, je ne vais pas remplir avec les termes, mais c'est une civilisation, c'est épipaléolithique, donc avant qu'il y ait le néolithique ou le mésolithique. Donc cette couche, il a été daté, il a un âge entre 23 000 et 10 000. Ça, c'est la carbone 14, c'est très bien, par cette époque-là, il est bien, on peut l'utiliser. Et c'est là qu'ils ont trouvé les plus grandes concentrations de fossiles humains dans cette couche, dans ces niveaux-là ibéro-mauriciens. Donc l'abbé Roche, il a trouvé plus de 35 occupations humaines, donc 35 pages, je ne sais pas, chapitres de livres qu'il a. C'est des couches archéologiques dans lesquelles on trouve des restes humains, de l'industrie, beaucoup d'escargots et beaucoup de faune. La faune, il y a plus d'une trentaine d'espèces. Le chevaux, donc il y a les équidés anciens, il y a le rhinocéros, il y a beaucoup de gazelles et il y a énormément de mouflons. Le mouflon, ce mouflon à manchette, l'aroui, ou la aouded, donc c'est le mouflon à manchette, vous l'avez vu en bas, et les eaux-forêts, parce que le mouflon, il aime les milieux escarpés, les montagnes, et vous voyez que c'est pas ça qui manque dans cette région. Et les eaux-forêts, ils avaient une très bonne idée de réimplanter, réintroduire le mouflon. Il y avait 4 individus, maintenant ils sont plus de 200. 200 au plus, ça prolifère et ça... Après ils essayent, donc tout ça vous avez en face de la grotte, c'est la réserve, c'est une réserve de ce mouflon. Et dans le futur, si encore il n'est pas autonome, on le nourrit encore, donc c'est pas encore sauvage. Donc ça, mais c'est très bien, ça marche. Il y a cette grotte, on a dit pédagogique, on ramène les étudiants chaque année dans le respect, on ne doit pas aller plus loin parce que c'est déjà un risque, on ne veut pas abîmer les travaux des collègues qui sont en cours. Et quand on fait des fouilles, une chose importante, pour croire qu'on a des civilisations X, Y, Z, on laisse toujours une coupe témoin. Donc si vous détruisez la coupe témoin, vous pouvez, bien sûr il y a les archives, il y a les photos, mais pour vous dire qu'il y avait une occupation militaire ici et qu'il y avait ces couches ibéro-mauriciennes et les couches attériennes et après-moustériennes, donc on laisse toujours pédagogiquement, c'est les archéologues qui font les fouilles et doivent laisser une coupe témoin. Alors là, c'est les années 47, 1947. Nous sommes, comme on a dit, en plein massif d'Ibn Isnasen. On est dans les gorges, c'est connu, les gorges d'Ibn Isnasen. Et la grotte aussi, des gorges de Zigzel. Et les gens appellent ça aussi la grotte de Zigzel. Mais le nom local, c'est Ifrit As-Rakut. Alors ils ont changé, c'est pas bon, donc la toponymie. Et si vous regardez en face de vous, vous allez voir cette falaise. Donc c'est des terrains dolomitiques calcaires. Et d'âge jurassique, donc à peu près 200 millions d'années, on va dire. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de la sortie. Et vous allez voir que ces calcaires, ces blocs calcaires, donc c'est marins, et qui sont un peu fissurés, diaclasés, si on veut. Et vous imaginez que c'est là que se situe la grotte, à l'intérieur du ventre de cette falaise.
Donc l'allure générale, vous savez que ça donne un peu une forme vaguement du chameau. Et c'est pour ça peut-être qu'ils appelaient ça grotte du chameau. Mais à l'intérieur, on a une stalagmite qui prend une concrétion qui forme la grotte du chameau. Mais le nom, c'est la grotte Tasrakut, la Ifri Tasrakut. Donc c'est ça. Donc c'est là quand la grotte il est creusée. Nous allons voir tout à l'heure avec l'équipe, nos amis espagnols qui vont s'occuper de l'explication à l'intérieur. Donc ça, nous, c'est ces terrains et c'est la grotte. C'est formé en 2 étapes. Donc pour former la structure, il faut des forces, donc hydrauliques et hydrochimiques aussi. Mais à l'intérieur, les décorations, c'est l'infiltration de l'eau de pluie riche en CO2 qui se transforme en acide. Où est-ce qu'il est, Saïd? Il y a des des phénomènes chimiques. Donc c'est une dissolution chimico-hydrique, hydraulique. Donc c'est les phénomènes chimiques et hydrauliques qui sont responsables de ce phénomène de karstification. On a dit que c'est des affleurements calcaires, dolomitiques, tout ça. Mais le phénomène de karstification, les thèmes du colloque qu'on avait vu du congrès, donc c'est karst et c'est environnement. Donc la structure, il y a un WED et nous allons voir qu'il y a, tout à l'heure j'ai un terme qui m'a beaucoup plu, c'est des galeries fossiles. Donc vous allez voir qu'il y a 3 galeries, la grotte s'oriente et se forme pour 3 galeries et 3 niveaux dans lesquels les 2 galeries supérieures sont fossiles. Donc on utilise même fossiles pour les galeries. Il y a la grotte, il a 2 portes. Une porte que vous voyez devant vous, on trouve un tunnel, c'est la grotte inférieure. Donc il est encore en activité, celle-là, elle n'est pas fossile. Mais on va monter, nous, il y a une porte qui est fossile, qui donne l'accès sur le niveau supérieur. Donc dans les 2 niveaux, il y avait un WED qui est en contact. Et si vous regardez dans quelle démonstration de la formation des grottes, donc le WED, il était à ce niveau, il a creusé la grande galerie et s'est effondré. Et après, donc, il a créé cet air libre et s'est commencé à former les stalagmites et les stalactites. Et encore à un autre niveau. Et le WED, maintenant, il est au niveau inférieur, donc contact. Donc l'eau d'infiltration de pluie riche en CO2, il a créé donc ces stalactites, ces stalagmites, ces différentes draperies, différentes décorations que vous allez trouver à l'intérieur. Donc vous imaginez, si on arrive ici, on imagine mal qu'il y a une grotte, un musée. Pour moi, c'est un musée naturel formé de ces stalagmites et de ces stalactites. Donc on va suivre. Mohamed, il veut dire quelque chose sur la faune parce que... Donc c'est une richesse extrêmement intéressante. Donc on peut rajouter donc à la grotte. Et le géotourisme, aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille. On est en train donc d'offrir aux randonneurs une grotte, des randonnées et des sites naturels pleins de diversité. Voilà. por antiguos depósitos de murciélagos.
versión francesa? Sí, lo tienen ellos, puesto ahí, pero sí, por favor. L'appellation était Ifrit Tassarakut, mais Romain Bedouha, Starma. Et ils ont appelé la grotte des chameaux. Et ceux qui ont entendu dehors, il y a la falaise qui a la forme du chameau. Mais la concrétion ici, stalagmite, elle a vaguement la forme du chameau, à peu près. C'est pour ça peut-être qu'ils ont pris le nom de la grotte des chameaux. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle les spéléothèmes. C'est des stalactites pour les spécialistes, donc vous excusez, on peut répéter ça. Donc il y a ces formations-là. Donc la grotte, elle est creusée par un phénomène hydraulique, donc la force de l'eau qui a creusé ça. Mais les décorations, la stalagmite, les stalactites, les différentes décorations, vous allez voir qu'il y a toutes sortes, des piles, des assiettes, des colonnes et tout ça, sont faits par l'eau d'infiltration. Et vous voyez encore, il y a des traces d'infiltration. Si vous avez vu la montagne, il n'est pas un seul bloc, il y a un bloc qui est fissuré. Et par l'intermédiaire, ça, l'eau de pluie, comme on a dit, riche en CO2, il y a une formule chimique très connue. CaCO2 plus CO2, ça donne quelque chose de chimique. L'acide carbamique. Voilà, donc chimiste, et ça donne ces formations. Station pour mesurer la température, l'humidité, le taux d'oxygène et tout ça. Et sur les parois, vous voyez qu'il y a des corrosions. Donc il y a, on va voir ça après, donc vous voyez que la roche-mère, l'encaissant, la roche-mère qui est dolomie calcaire, elle a subi, malgré les draperies, tout ça, elle a subi une corrosion. Donc ça, c'est... Et vous allez voir les décors, donc c'est, pour moi, comme on a dit, que c'est un musée. راه متحف طبيعي باطن الأرض. Donc هذا راه واحد الكنز اللي عندنا في هذه الجهة. en activité. مرحبا. نصور غير العريس هذا هو اللي
يعطيك الصحة فالي. سي حميد الله يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. هادشي راه ممتاز. مرحبا مرحبا. الدار الكبيرة. شكرا على التشجيع. بارك الله فيك. ومرحبا بالناس الكونغري الوجده. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا خويا حميد. مرحبا بك السي سعيد استاذ اوراق وكاع لا كومباني. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. Vous êtes très gentil. ما كاينش عندكم العزيز شي كلشي غنمي ياك غنمي هادشي كلشي غلمي نعم هادشي واحد هذا هو ماشي في هذيك الدرجه حنا عندنا الحالات السياد حنا باش كنجبدوه كاع والله كتطبق ديال البني صافي هاني ونعم وخيارك تيقولوا لنا في الشهر Et donc il vous invite à ce déjeuner et je vous expliquerai comment ça déroule les étapes. Donc il y a un self-service, il y a le méchoui, il y a les tagines. Donc vous prenez comme si vous rentrez où ça. Donc c'est un buffet et vous allez prendre une assiette et vous servez comme vous voulez. فهمت؟ على المسوي ديال الإذاعة. Je le répète. Oui, moi aussi. Hein. Et comme il n'y en a que 3 moutons, alors... مرحبا بك انت اللي السي حسن شحال طلبوا ديال الوقت؟ سول شحال الوقت؟ قول لي 4 سوايع. شحال ديال الوقت باش يكملوا الشوا؟ 4 سوايع ديال الشوا. الله يعطيكم الخير على هذا الشيء اللي وجدتونا على الخير. الله يعطيكم الخير. يقرا استاذ. غير نكملوا نرحبوا بكم. كاين لا فونداسيون فالي دو زيكزل. Alors elle a contribué beaucoup pour la réussite de ce congrès. Il y a deux éléments principaux dans ce congrès. Le conseil régional de tourisme, à la tête son président et son directeur, et la fondation de Vallée de Zigzel à la tête son président, M. Khadiri. Donc c'est un médecin, c'est un professeur, mais il contribue dans la valorisation du patrimoine. C'est Zakira Marouf, donc c'est des gens de la région, ils sont connus pour mettre en valeur ce patrimoine de la région. Alors il vous souhaite la bienvenue et ceux qui sont venus de très loin, donc qui ont pris de la peine pour venir jusqu'ici, et il vous offre ce déjeuner à votre honneur et à tout le monde. S'il y a quelque chose à rajouter. C'est Ahmadi, c'est le vice-président de la fondation
Et celui qui est derrière aussi, C'est la donc propriétaire, cet le- espace fabuleux qu'on trouve nulle part ailleurs. On dirait qu'on est, je sais pas. Un petit paradis. Donc vous êtes les bienvenus et vous remercie pour votre l'acceptation de votre invitation. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cet espace. باسم مؤسسة فالي دو زكزل نرحب بجميع الأساتذة والباحثين في الحضور الكريم ونشكر اللجنة المنظمة على نجاح تنظيم هذا المؤتمر ونشكر المجلس الجهوي للسياحة على مساهمته القيمة ونشكر جميع الحضور الكريم ومرحبا بكم مرة أخرى ونشكر الأستاذ حسن أوراق على مجهوداته القيمة وسي عمر من اللجنة التنظيمية. Voilà, avant de donner la parole à M. Zaki, il y a une chose qui est très importante, c'est un colloque international l'année prochaine, 2022, qui sera organisé ici. Donc c'est avec la fondation Zigzil. Donc voilà, il faut se préparer pour ce colloque, cette deuxième édition du colloque qu'on a organisé. C'est un essai, c'est une préparation, c'est un réchauffement pour le colloque international en 2022. Donc vous êtes tous les bienvenus. Merci. C'est Zaki. أنا ما بقى لي ما يتقال مور الأساتذة والدكاترة والباحثين. أنا كنحترمكم كلكم وأنا يمكن كنحسب راسي تحتكم. لا ما فيهاش. لا احترم العلماء، راه الله ربي راه كيحترم العلماء. احترمكم واسمحوا لنا ومرحبا بكم. وأنا عندي أنا من أول من يدافع عن المناطق الخلفية. أنا هذا هو الهاجس ديالي، هو المناطق الخلفية، لأن المحطة الشاطئية للسعيدية بوحدها لا تكفي، لأنه المحطة الشاطئية للسعيدية الآن يتيمة بدون المناطق الخلفية. وأنتم تبارك الله عليكم غادي تكون الانطلاق على يدكم إن شاء الله، والانطلاق على الدكتور القديري اللي غادي إن شاء الله راكم شفتوا التصميم ديال كيفاش غادي تكون المغارة. وحرام أنه الموارد الطبيعية الثقافية التراثيه كانت مسموحه، ولهذا حنا كنلقاو بعض المرات مشاكل مع السياح اللي كيجيو يزوروا المنطقه وكيبغيو يزوروا المناطق الخلفيه، ولكن مع الاسف كانت ما زالت غير مؤهله وحنا بغينا نأهلوها، ولكن هذا الشيء خصو تشاركيه مع الجميع وخص يد في يد وخصوصا مع الباحثين بحالكم. وان شاء الله غادي ناخذوا بعين الاعتبار لي ريكومونداسيون، غادي ناخذوا بعين الاعتبار اللي يمكن لا تحقق، غادي نحققوها، اللي يمكن نعطيوها السلطات الإقليمية والجهوية يمكن لا هم يعاونونا، ولا وزارة السياحة ولا الثقافة هما اللي يمكن لنا يعاونونا، لأنه يد وحدة ما تصفق. انتم درتوا اللي عليكم، وأشكر اللي جاوا من البعيد، من أكادير، من الدار البيضاء، واسمحوا لنا إلى عطلنا عليكم الآن، دابا عطلنا عليكم شوية، وشكرا ومرحبا بكم. هضبة زكزل كتكون من مجموعة من اللجان العلمية اللي فيها مجموعة من الأساتذة، أندريس، كالافلورا، فيليبودرا، ميشيل، ليونيل، ماري، مجموعة ديال خوسي لويس، دييغو، سي حسن وبارتر إن شاء الله ينضم لنا، تكون شرف كبير لنا. وفيها لجان علمية وثقافية اللي من بين المشاريع ديال هضبة زكزل كاين مشروع ديال تثمين المغارة ديال زكزل. من داخل المغارة غادي يكون لاميناجمون دانتيريور، من بعد خارج المغارة، وغادي يكون خلق أنشطة ثقافية ورياضية. من بين الأنشطة الرياضية اللي غادي تكون أن لا بلونجي بروفيسيونيل في لو سيت هيبوجينيك. غادي تشوفوا دابا مقاطع اللي درناها، دابا حاولنا المغارة مازال ما استكشفناهاش كاملة في لو سيفون، مي هذا ان سيت هيبوجينيك في 14 متر دو بروفوندور، دابا وصلنا تقريبا 2 كيلومتر. غادي تشوفوا لا فيديو ديال لا بلونجي بروفيسيونيل avec José Luis et Andrés.
فيها مجموعة ديال الأثارات الأركيولوجية حسب الخبراء، وفيها دي مورفولوجي جيولوجيك مهمة بزاف عاد حسب نحطو فيها مع